Le cerveau, c'est une sorte de symphonie permanente entre excitation et inhibition. Aujourd'hui, on va s'intéresser au chef d'orchestre de l'inhibition, le véritable frein de notre système nerveux central, l'acide gamma-aminobutyrique, ou plus simplement, le GABA. Alors voici notre plan de match. D'abord, on va poser les bases. C'est quoi le rôle du GABA? Ensuite, on verra qu'il agit via deux types de récepteurs bien distincts. Après ça, on plongera dans la pharmacologie pour voir comment on peut jouer sur ces récepteurs. Et enfin, on verra les applications cliniques de tout ça. C'est parti! Pour commencer, une petite question pour bien cadrer le sujet. Imaginez un neurotransmetteur si répandu qu'on le retrouve dans quasiment une synapse sur 3 dans notre cerveau. Quel peut bien être son rôle? Eh bien, ce neurotransmetteur omniprésent, c'est justement le GABA. Et sa mission principale, si on devait la résumer, c'est d'être la pédale de frein du cerveau. Donc voilà, GABA pour acide gamma-amino-butyrique. C'est le neurotransmetteur inhibiteur par excellence du système nerveux central. Son job, c'est de calmer le jeu, de réguler l'excitabilité des neurones pour éviter que tout s'emballe. C'est un équilibre permanent. Et ce chiffre, 30%, il est vraiment énorme. Ça veut dire que sur n'importe quel circuit neuronal, il y a de très fortes chances qu'un neurone GABAergique soit là pour moduler, pour freiner, pour affiner le signal. Son influence est absolument massive. Et du coup, son champ d'action est immense. Le sommeil, la mémoire, le niveau d'anxiété et même le contrôle de nos muscles. Tout ça est sous l'influence du GABA. Il est en quelque sorte le grand régulateur, celui qui maintient l'équilibre face à son opposé, le glutamate, qui lui est l'accélérateur principal. Bon, maintenant qu'on a compris son rôle de frein, la question c'est comment il freine concrètement? Eh bien, il a deux outils principaux, deux types de récepteurs avec des fonctionnements très différents, les fameux GABA-A et GABA-B. Alors là, on a un peu deux philosophies. Le GABA-A, c'est le sprinter. Un canal ionique, action directe, rapide, presque instantanée. On appuie, ça freine net. Le GABA-B, c'est plutôt le marathonien. Un récepteur métabotrope, plus lent, qui passe par toute une casquette de signalisation à l'intérieur de la cellule. L'un est un interrupteur, l'autre est un variateur. Regardons de plus près le GABA-A. C'est un canal. Quand le GABA s'y fixe, la porte s'ouvre et laisse entrer un flot d'ions chlorure qui sont chargés négativement. Résultat, l'intérieur du neurone devient encore plus négatif, il s'hyperpolarise. Et un neurone hyperpolarisé, c'est un neurone beaucoup plus difficile à exciter. C'est ça, l'inhibition rapide et efficace. Le GABA-B, lui, joue dans une autre catégorie. Il n'est pas un canal direct. Il est couplé à une protéine G. Quand le GABA l'active, il envoie un signal à l'intérieur de la cellule qui va, à son tour, moduler d'autres canaux. C'est une action indirecte, plus lente, mais aussi plus fine et plus prolongée. On est plus dans la modulation que dans l'inhibition brutale. Et c'est justement cette complexité, surtout celle du récepteur GABA-A, qui en fait une cible de rêve pour les pharmacologues. On va voir comment des dizaines de médicaments exploitent sa structure pour ajuster finement son activité. Le mot-clé ici, c'est modulation allostérique. Il faut imaginer le récepteur GABA-A non pas avec un seul site de liaison pour le GABA, mais avec plein de ports accessoires. D'autres molécules peuvent venir s'y brancher pour changer la façon dont le récepteur réagit au GABA sans pour autant prendre sa place. En fait, ces modulateurs, ils agissent comme des potentialisateurs. Ils ne font rien tout seuls, mais quand ils sont là, le GABA, qui est naturellement présent, devient beaucoup plus efficace. C'est un peu comme monter le volume de l'effet inhibiteur du GABA. Et ce qui est fascinant, c'est que ce récepteur est une véritable station d'accueil. Il y a un site pour les benzodiazépines, un autre pour les barbituriques, un pour l'alcool, un pour les anesthésiques. Chacune de ces familles de molécules va se fixer à son endroit précis et moduler le récepteur à sa manière. C'est d'une complexité et d'une élégance incroyables. Mais attention, jouer avec le récepteur, ce n'est pas la seule option. On peut aussi agir en amont, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait tout simplement plus de GABA disponible dans la synapse. Pour ça, on a globalement 3 grandes stratégies. Première option, on bloque les pompes qui recapturent le GABA pour le faire sortir du jeu. C'est ce que fait la thiagabine. Deuxième option, on bloque l'enzyme qui le détruit. C'est le rôle de la vigabatrine. Et troisième voie, on peut aussi stimuler sa fabrication, comme le fait la gabapentine. Dans tous les cas, l'objectif est le même, augmenter la concentration de GABA là où il doit agir. Et il ne faut pas oublier notre récepteur GABA-B. Même s'il y a moins de médicaments qui le ciblent, il a son importance. Le baclofène, par exemple, est un agoniste direct du GABA-B et c'est un myorelaxant très important. Et puis il y a le GHB qui cible aussi ce récepteur, ce qui explique son effet sédatif extrêmement puissant, utilisé en clinique pour la narcolepsie, mais aussi détourné à d'autres fins.
Bon, toute cette pharmacologie, c'est bien beau, mais à quoi ça sert en pratique? Eh bien, en manipulant le système GABAergique, on peut traiter un nombre impressionnant de pathologies. Ce tableau résume bien la situation. On veut calmer l'anxiété, on renforce l'action du GABA avec des benzodiazépines. On veut traiter l'épilepsie, qui est une forme d'hyperexcitabilité, on renforce encore le frein GABAergique. On veut endormir un patient pour une anesthésie générale, on pousse ce frein au maximum. C'est toujours la même logique, on appuie sur la pédale de frein du système nerveux. Au final, tout nous ramène à cette idée centrale, l'équilibre. Un équilibre fragile, dynamique et absolument vital entre le frein GABA et l'accélérateur glutamate. Et quand cet équilibre se rompt, les choses tournent mal, et très vite. Trop de GABA et la balance penche vers l'inhibition excessive. On va de la sédation au coma. Pas assez de GABA ou trop de glutamate, et c'est l'inverse. L'anxiété, les crises d'épilepsie, et même un phénomène qu'on appelle l'excitotoxicité, où les neurones sont tellement surstimulés qu'ils finissent par en mourir. Et ça nous laisse avec une question fondamentale, surtout pour l'avenir de la médecine. On a des outils pharmacologiques de plus en plus puissants pour jouer avec cette balance, mais la question est jusqu'où peut-on et jusqu'où doit-on la perturber? C'est tout l'enjeu de la neuropharmacologie moderne.